Dans le monde entier, le thème retenu cette année, nos droits, notre avenir et maintenant d'ailleurs, le développement de cette édition. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les informations que nous ouvrons avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a quitté Dakar ce matin pour participer à la conférence de l'Union africaine sur l'éducation qui se tient ce mardi à Nouakchott. Le président de la République répond à l'invitation de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. L'information est du président de la République. Et puis, le syndicat des pêcheurs, mareyeurs et exportateurs du Sénégal a tenu une assemblée générale ce mardi 10 décembre. Une rencontre qui a permis de mettre en place un bureau national du syndicat dans le but de fédérer tous les acteurs de la pêche pour pouvoir défendre ensemble les difficultés que rencontre le secteur. Les propos recueillis sur place par nos reporters Ndéla Ndiaye et Papa Tartegay. Mis le syndicat en place depuis le 25 avril 2024 et comme nous sommes dans une approche inclusive et on a envie de fédérer toute la filière pêche, nous avons entrepris durant courant octobre-novembre une tournée nationale. On a fait les 718 km de côte et les 23 départements de pêche et aujourd'hui l'échantillon est assez représentatif parce que nous avons la conférence, disons, des leaders. Parce que tous les départements de pêche nous ont envoyé leurs membres. Nous, vu que nous sommes aussi des républicains et dans un état de droit, quand on a mis le syndicat en place, on a fait un courrier d'information à la tutelle qui est le ministère de la Pêche. Et nous avons aussi sollicité une audience. Et même pour cette rencontre aussi, nous avons aussi envoyé une lettre d'invitation au ministère. Bon, l'un dans l'autre, ça se trouve que peut-être l'autorité, on sait pertinemment qu'on sort d'élections législatives. On a eu aussi quelques soubresauts dans le secteur de la pêche. Certainement, le ministre, Madame la ministre, elle est débordée dans son agenda. Mais certainement, elle va nous appeler parce que ce syndicat, c'est la première du genre. Sans la ressource, on ne peut pas parler de pêche. Aujourd'hui, il faut qu'on aille dans la préservation de la ressource. Qui parle de restaurer les océans, c'est d'assurer en même temps aussi une souveraineté alimentaire et la durabilité du secteur et un travail aussi pérenne pour les acteurs. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, pour aller vers les acteurs, les problèmes sont multiples. Et depuis très longtemps, on a des multitudes d'associations, de collectifs, mais les problèmes demeurent. Raison pour laquelle on a migré, nous, en syndicat, parce que depuis 2020, on avait un petit collectif. Et on s'est dit maintenant qu'il est temps qu'on aille en syndicat parce que la stature même du syndicat nous permet d'adresser les problèmes. C'est-à-dire une justice sociale pour les travailleurs, qui soit reconnue par l'État, qu'ils puissent avoir accès à une couverture maladie, qu'ils puissent avoir une retraite, même jusqu'aux coopératives d'habitat. Dans un effort visant à redynamiser son industrie locale, le gouvernement sénégalais prévoit d'interdire prochainement l'exportation des matières premières textiles. Cette initiative a été annoncée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop. Lors d'une déclaration, il a souligné l'urgence de protéger les ressources nationales. Ces propos ont été recueillis par Aïssatou Ba. Et le sel, je disais tout à l'heure à madame, je suis biochimiste, à partir de sel, vous pouvez créer une centaine de produits différents, de l'eau de javel, de la soude, toutes sortes de produits. Donc, ce genre de le sel brut, justement, on doit réfléchir, est-ce qu'on doit à l'exporter aussi? Parce que l'eau de javel vient du sel, la soude vient du sel. Donc, c'est ça en réalité qu'on appelle value added. Il faut qu'on ajoute de la valeur à ces produits. Le rapport peut être de 1 à 100. De 1 à 50, de 1 à 10. Par exemple, dans le cadre de la noix de cajou de Casamance, justement, c'est le cas typique du gâchis, où le produit qui coûte $1, 500 francs, 600 francs, alors va être exporté. Par contre, le produit fini, lui, la noix de cajou grillée, traitée, alors va coûter justement $50. Il faut savoir ce qu'on veut.
Si on veut développer une industrie locale, il faut la protéger. Et mes amis européens le savent bien. Quand la Chine ou le Japon ou les États-Unis ont des produits qui les gênent sur le marché, on met des taxes. On le sait, ça. Alors pourquoi le Sénégal ne pourrait pas faire ça? Les règles de l'OMC, on les connaît, mais on sait que chacun joue avec les règles de l'OMC. Nous, moi, je dois protéger les industriels sénégalais, les artisans sénégalais et le secteur cotonnier sénégalais, et nous allons le faire. Dans le cadre du renforcement du plateau médical, les acteurs de la santé se sont réunis pour une réflexion approfondie sur l'accès à l'oxygène. Le Sénégal a validé le plan stratégique qui permet de construire avec méthode un système de santé souverain qui garantit d'ici 2029 l'accessibilité équitable et la disponibilité de l'oxygène médical. Voici la réaction du représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale au micro de nos reporters Djibril Niane et Pape Nartegay. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce matin à l'occasion de la validation du plan stratégique national sur l'oxygène médical. Je me réjouis de la tenue de cette importante rencontre, au sortir de laquelle nous pourrons ensemble apprécier et éventuellement valider le travail abattu par la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance, avec l'accompagnement du consultant recruté à cet effet. Ce plan stratégique vient confirmer la volonté du ministère de la Santé et de l'Action sociale d'asseoir un système de santé souverain, performant et équitable dans toutes ses composantes. Il est important de relever que depuis 2008, d'importants investissements ont été consentis en vue d'assurer la disponibilité de l'oxygène sur tout le territoire sénégalais. Notre vision est claire. Il s'agit de construire, avec méthode et pragmatisme, un système de santé souverain qui garantit d'ici 2029 l'accessibilité équitable et la disponibilité de l'oxygène médical à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en quantité, en qualité et en sécurité. Conforme aux orientations de M. le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'école polytechnique de Thiès a inauguré hier une académie solaire appelée à devenir un centre d'excellence dans le domaine des technologies solaires. Le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Dr Abdourahmane Diouf, et le professeur Djouma Kobar, directeur général de l'ANER, sont revenus sur les hauts potentiel de cette école pour le Sénégal. Mame Awa Sall. Aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer l'académie solaire à l'école polytechnique de Thiès. Je pense qu'on peut retenir trois choses essentielles. La première, c'est que le Sénégal est en train de prendre en charge la question du solaire, donc l'énergie qui provient du soleil et qui est une ressource inépuisable pour nous, pays en développement comme le Sénégal, et qui est l'un des pays les plus arrosés du monde par le soleil. La deuxième leçon à en retenir, c'est la coopération qu'il y a entre les ministères de l'enseignement supérieur et du pétrole, de l'énergie et des mines. C'est une forme de collaboration et de solidarité gouvernementale dans un domaine aussi technique que le solaire. Le ministère de l'énergie intervient ici à travers l'ANER et le ministère de l'enseignement supérieur intervient ici à travers la prestigieuse école de l'école polytechnique de Thiès. Et je pense que aussi c'est une voie à suivre. Et la troisième et dernière leçon, c'est la coopération entre le Sénégal et des institutions et agences internationales. Dans ce projet, nous avons le gouvernement du Sénégal à travers les ministères, mais nous avons aussi l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui a joué un rôle particulièrement important et l'ambassade de France aussi qui est présente aujourd'hui et qui joue un rôle. Nous pensons qu'au Sénégal aujourd'hui, avec les potentialités que détient ce pays en termes d'irradiation solaire, il est important de pouvoir développer cette filière. Et cette filière ne peut pas se développer en l'absence de compétences en ressources humaines. C'est pourquoi on est en collaboration avec des partenaires tels que l'Alliance solaire internationale qui a décidé d'accompagner le pays, le Sénégal, à travers le développement d'une telle ressource
avec à la clé la conservation des produits pour l'agriculture, avec l'utilisation du solaire, mais aussi dans d'autres secteurs. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 à Paris. Ce 10 décembre 2024 marque donc son 76e anniversaire. Le thème retenu cette année pour la commémoration est « Nos droits, notre avenir maintenant ». Pour revenir sur cette commémoration, je vous propose de suivre ce récit signé Mam Amsatou Gano. Est célébré chaque année le 10 décembre pour marquer l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus importants, la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion publique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre opinion. Le thème de ce 76e anniversaire est nos droits, notre avenir maintenant. La journée de 2024 mettra l'accent sur la façon dont les droits de l'homme constituent une voie vers des solutions pratiques aux grands défis de notre temps, jouant un rôle essentiel en tant que force préventive, protectrice et transformatrice pour le bien, comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les droits de l'homme sont le fondement d'une société pacifique, juste et inclusive. Cette journée est souvent marquée par des séminaires publics, des activités en classe dans les écoles, des expositions, des marches pacifiques, des débats et des tables rondes pour sensibiliser sur l'importance du respect des droits de l'homme, pour inciter chacun à reconnaître la valeur et la pertinence des droits de l'homme, à changer les perceptions en luttant contre les stéréotypes négatifs et les idées fausses et à mobiliser pour redynamiser un mouvement mondial en faveur des droits humains. Politique à présent, après la sortie hier de Barthélémy Toye-Dias pour se prononcer sur sa radiation de l'Assemblée nationale, c'était par la suite au tour de Maître Ngagne Demba Touré qui a également tenu une conférence de presse en sa qualité de secrétaire général de PASTEF Grand Yoff. Il a saisi cette occasion pour revenir sur les fondements plutôt légaux de la radiation du maire de Dakar de son poste de député. Les détails avec Mansour Diassé. Face aux journalistes ce lundi 9 décembre, Maître Ngagne Demba Touré a tenu à apporter la réplique à Barthélémy Dias. Il a présenté des arguments juridiques et politiques pour expliquer la radiation de Barthélémy Dias à l'Assemblée nationale. Acte bu nek dafa am fondement mun na nak am fondement plusieurs textes mais mun na am fondement benn texte. Ci loolu nak dañuy wax ni pourquoi Barthélémy Dias a été radié de la liste des députés. Lan moo nekk ci constitution bi. Constitution bi article 61 alinéa in fine manam alinéa bi mujj dafa ne le membre de l'Assemblée nationale qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du ministre de la Justice. Article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ñëwaat dal di répéter même article bi dal di ne le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. Après avoir été déchu de son poste de député, Barthélémy Dias pourrait aussi perdre son mandat de maire de la ville de Dakar, selon le coordinateur de la jeunesse patriotique du Sénégal. Parce que mbir mi moy est-ce que mënon nañ ko révoquer. Waaye dafa am benen bo xam da ko faté, moy l'inéligibilité. Fofu lañuy dellu ci wat encore une fois ci code électoral bi. Ci loolu nag la article L277 waxee loo xam ne nag dañu koy lire pour Sénégalais yëpp comprendre ñun ñëpp ñu harmoniser. Article L277 bu code électoral daf ni tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi peut être à Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. À présent, parlons de l'actualité internationale. En Haïti, au moins 184 personnes ont été tuées ce week-end près de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, au cours d'exactions orchestrées par un chef de gang, a indiqué l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, donc, qui appelle les autorités haïtiennes à entamer une poursuite judiciaire afin de punir les auteurs ou l'auteur de ces crimes. Suivons les détails avec Aïssa Touba.
Au moins 184 personnes ont été tuées dans des violences orchestrées par le chef d'un puissant gang dans la capitale haïtienne. C'est Volker Turk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui a fait l'annonce. Selon l'ONG haïtienne Comité pour la paix et le développement, ces meurtres ont été ordonnés par un puissant chef de gang, convaincu que la maladie de son fils avait été causée par des pratiquants du culte vaudou. Le gouvernement de la République a condamné avec la plus grande fermeté le massacre abject perpétré les 6 et 7 décembre 2024 à Warf Jérémy par Mikanor Altes alias Wamikano. Selon l'ONG CPD, le chef de gang qui a orchestré ces meurtres a décidé de punir cruellement toutes les personnes âgées et les pratiquants vaudous qui, dans son imagination, seraient capables d'envoyer un mauvais sort à son fils. Les soldats du gang étaient chargés d'identifier les victimes dans leur maison et de les amener au fief du chef pour y être exécutés, a ajouté le communiqué du CPD. C'est une centaine de femmes et d'hommes, principalement des vieillards sans défense, qui ont laissé leur vie lors de cette violence considérée d'acte de barbarie d'une cruauté insoutenable par les autorités haïtiennes. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné des actes terrifiants, appelant ainsi les autorités haïtiennes à s'assurer que les responsables soient traduits en justice. Ces derniers meurtres portent le bilan de ces morts en Haïti de cette année au nombre faramineux de 5000 personnes, selon l'ONU. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.